j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale. Ah, l'humour. Il n'y a pas d'hélice, c'est l'as. C'est là que l'os. En fait, on était à Sciences Po ensemble, en fait. Je vous ai compris. Vous êtes croisés à On était en même temps. Il y a beaucoup de monde quand même. Vous êtes des enfants de bourgeois. Je vous demande de vous arrêter. Un petit mot pour Sciences Polémiques. Ah, c'est une des choses que je préfère. Bonjour à tous et bienvenue dans le deuxième numéro de Sciences Polémiques reçoit, l'émission qui vous permet d'en savoir plus sur les professeurs et membres de l'administration de Sciences Po. Il est au sommet de notre pyramide des normes, il a la positiviste attitude en toutes circonstances et il pourra d'ailleurs nous définir ce concept pour le moins étrange. À travers son cours, il nous fait voyager dans des endroits aussi exotiques que Karlsruhe et la Corée du Nord. C'est surtout celui qui nous apprend à aller jusqu'au petit A du petit 1 du grand A du grand 1. Il fait actuellement la tournée des grands médias pour promouvoir son livre coécrit avec, ou plutôt réécrit après Olivier Duhamel, intitulé sobrement « Droit constitutionnel et institutions politiques », 31 € aux éditions du Seuil. Guillaume Tussaud, professeur de droit constitutionnel, nous fait l'honneur de sa présence pour une interview sans concession, sans langue de bois et surtout sans métalangage, où l'on tentera de savoir qui se cache derrière le masque de cire de Tussaud. Et puis surtout, monsieur le professeur, je vais pouvoir enfin vous dire ce que la plupart de vos étudiantes ont toujours rêvé de vous dire. T'as de beaux yeux, Tussaud. Alors bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de votre accueil. On va passer directement au portrait qui a été dressé par Pierre Chélet. Pierre, c'est à toi. Guillaume Tussaud, c'est l'histoire d'une ambition. On raconte que dès le premier jour où vos parents vous ont déposé à la crèche, vous avez immédiatement proposé d'adopter une déclaration des droits fondamentaux par référendum d'initiative populaire. Article 1er. Les enfants naissent et demeurent libres et égaux en droit. Article 2. Le but de notre crèche est la préservation des droits imprescriptibles qui sont le droit à la sieste, au goûter et à l'heure des mamans. Plus tard, en primaire, vous échafaudiez déjà vos constitutions et vos systèmes politiques dans la cour de récréation. Oui, vous auriez voulu que la directrice de votre école n'ait pas le pouvoir de faire le règlement, de l'appliquer et de vous mettre au coin. Oui, Guillaume Tussaud, plein de confiance envers votre constitution, vous rêviez d'une école plus démocratique, où un parlement bicaméral déciderait des horaires de récréation. En un mot, Guillaume Tussaud, vous étiez déjà un militant UNEF. Mais voilà, aujourd'hui, à force de travail et d'acharnement, vous triomphez en bout de mie tous les jeudis et écrivez régulièrement dans la revue Pouvoir. Et quand on écrit dans une revue qui porte ce nom, peut-on sincèrement ne pas avoir une ambition ? Attention, ne vous méprenez pas, Guillaume, je ne parle pas d'une petite ambition personnelle, non, c'est plus grand, c'est plus noble que ça. Vous rêvez du pouvoir, mais pour en faire quelque chose d'important. D'ailleurs, tous ceux qui ont suivi la séance 12 de votre enseignement le comprennent. Vous voulez être le fondateur d'un transconstitutionnalisme global, désintermédié et postmoderne. Dans ce monde où la République du chaos et les paradoxes performatifs coexisteraient, vous seriez le grand maître de la Cour constitutionnelle. Un super Jean-Louis Debré en quelque sorte. Alors, Guillaume Tussaud, êtes-vous un génie du mal ou simplement un philanthrope avant-gardiste ? Quels sont vos projets, vos passions, vos désirs secrets ? Vous allez pouvoir parler librement et, je vous le promets, aucune motion de censure ne viendra vous interrompre. Merci Pierre. Guillaume Tussaud, est-ce que vous avez des réactions à ce portrait qui raconte des moments peut-être cachés de votre enfance ? Non, pour les moments cachés de mon enfance, pour autant que je me souvienne, j'ai pas été à la crèche, j'ai été chez une nourrice qui était l'épouse d'un gendarme. Donc je sais pas si ça donne le goût des droits de l'homme, mais peut-être que c'est une autre manière de reconstituer la généalogie de mes ambitions constitutionnelles ou constitutionnalistes. Non, le portrait est très juste et je sais pas si j'ai écrit des constitutions, en fait je crois pas encore. Par contre, ce qu'on s'amusait à faire avec mes camarades, c'était rédiger des faux arrêts du Conseil d'État où on se punissait les uns les autres pour nos multiples forfaits. Donc on s'amusait bien à l'école. Alors, Brandon Novell, notre reporter d'investigation, a pris tous les risques pour traverser le jardin de la rue Saint-Guillaume et aller à la rencontre des étudiants de Guillaume Tussaud. Alors oui, je suis allé à la rencontre d'étudiants de première année pour leur poser quelques questions sur vous. Et leurs réponses, j'en suis sûr, vont certainement vous faire très plaisir. Alors commençons tout de suite. Première question. Quel trait de caractère, selon vous, différencie Guillaume Tussaud des autres professeurs ? Sa beauté. Plus drôle. Et puis il met plus de vie dans son cours. Perversité. Alors, c'est vrai ça, que vous êtes beau, drôle et pervers à la fois ? Pervers certainement, beau je me prononcerai pas, drôle j'essaye, mais c'est pas dans les circonstances où on essaye qu'on est le plus couronné de succès. Alors très bien, nous passons maintenant à la deuxième question.
Est-ce que vous pouvez me parler du constitutionnalisme transformiste brésilien? Je sais pas ce que c'est. Ah, c'est compliqué. J'ai entendu ce mot, mais j'ai pas très bien compris. Non, par contre, je peux vous parler des transformistes brésiliens. Alors, comment expliquez-vous qu'après un semestre entier avec vous, vos étudiants ne savent toujours pas ce qu'est le constitutionnalisme transformiste brésilien? Certainement parce que j'avais pas pensé moi-même au rapprochement des différents thèmes sur le plan psychologique ou psychanalytique. Ça doit témoigner de déviance insoupçonnée. D'accord, merci pour cette réponse. Alors, troisième question. De quel courant politique pensez-vous que Guillaume Tussaud fait partie? Clairement, il est maoïste. Je pense qu'il est de droite. De gauche? Je suis certain qu'il est pour le Front National, mais après, ça ne regarde que lui. Alors Guillaume, vos étudiants veulent savoir. Maoïste, léniniste, lepéniste, de quel bord faites-vous partie? Alors ça, c'est plus compliqué. Mon engagement politique est très ferme, très résolu depuis un certain nombre d'années. Par contre, j'en fais pas profiter les autres, donc aucune des options qui a été imaginée avec autant de certitude par mes étudiants n'est la bonne. Vous êtes constitutionnaliste, vous êtes au-dessus de tout ça en fait, c'est ça la morale qu'on tire de votre réponse. Non, précisément pas. Au contraire, ce que j'essaie de montrer, c'est que le constitutionnalisme n'est pas du tout au-dessus de tout ça. Bon, mais merci pour cette réponse et question suivante. Guillaume Tussaud vous a-t-il transmis son amour pour le droit? Non. J'irai pas jusqu'à là, mais ce cours est quand même intéressant. Pas du tout, mais par contre, il m'a transmis son amour pour Kelsen. Tout le temps, il en parlait, mais sinon, non, pas vraiment. Apparemment, Guillaume Tussaud, tout le temps, il en a parlé de Kelsen. Mais vous n'allez tout de même pas nous faire croire que vous leur avez plus parlé de Kelsen que de Jeremy Bentham. Je sais pas, mais quelle que soit l'optique, en tout cas, c'est bien mes deux favoris, donc s'ils sont à parité, c'est pas si mal. Mais je suis très content qu'ils retiennent le nom de Kelsen, qui est pas le plus intuitif ou pas le plus sexy des auteurs que je peux mentionner. Justement, en parlant de Jeremy Bentham, question suivante. Si je vous dis Jeremy Bentham, vous connaissez? Non, désolé. Ah si, c'est un acteur, non? Oui, j'en ai déjà entendu parler. Qui c'est? Il nous en avait parlé, mais je ne me rappelle plus quand. Il l'a évoqué, mais ça m'a pas particulièrement touché, on va dire. Je connais pas. Jamais entendu. C'est un intellectuel autrichien qui a créé une doctrine plus ou moins érotique dans les années 90 en Hongrie. Bon alors, visiblement, vous en avez parlé, mais vous en avez parlé quoi. Mais personne ne s'en souvient. Alors connaissant l'amour que vous portez pour cet homme, on peut vous imaginer déçu, non? Oui, très déçu, très déçu là. Surtout qu'on puisse le mêler, confondre avec Kelsen, encore qu'on attache une affection égale à l'un et à l'autre, ça c'est très bien, mais qu'on puisse confondre l'un et l'autre, c'est plus difficile. C'est un scandale. Sur Bentham, Pierre, tu avais une question, je crois. Oui, alors justement, on sait que donc Bentham est momifié et exposé à la librairie de UCL. Et j'avais une question justement. Est-ce que vous aussi vous envisagez d'être plus tard momifié et exposé dans la bibliothèque de Sciences Po? Ah mais j'espère bien. Et les travaux qui ont été commandés il y a quelques années sont précisément à l'effet qu'un caisson de bois comme celui qui existe à UCL soit fait pour que mon auto-icon vienne y siéger. Et d'ailleurs, concernant Bentham, je vais lui rendre visite jeudi prochain. Voilà une révélation. Merci Pierre, et tout de suite, passons à la 6e question. Au même titre qu'un citoyen actif, pensez-vous être un étudiant actif au cours d'institutions politiques? Non, on est très passif. Pas du tout. Dans mon ordinateur, on passe de la leçon 5 à la leçon 11. Non, pas du tout. J'ai pas assez assisté au cours pour pouvoir me permettre de dire ça. Actif au début, mais parfois pas à la fin. Quand ça dure, ça devient un petit peu plus dur. Il y en a un qui fait des choses bizarres, visiblement dans le cours. Oui. Alors, monsieur Tussaud, est-ce que vous êtes d'accord sur le fait que quand ça dure, ça devient un petit peu plus dur? C'est possible, mais surtout si on rapproche ça du transformisme brésilien. Alors nous avons ici affaire à des étudiants qui ont l'air plutôt passifs. Comment est-ce que vous expliquez ça? Ça, je me l'explique pas, mais je suis en train d'y trouver un remède. Parce que, après tout, c'est vrai qu'en bout de nuit, au moins en première séance, on peut avoir un peu d'interaction. Certains n'hésitent pas à prendre la parole, et puis après, le gisier de ces interrogations-là se tarit, et peut-être que la passivité prend le dessus. Donc c'est à moi d'essayer d'y remédier. Et alors justement, pour y remédier, vous avez eu une idée, c'est d'avoir des invités. Et alors, vos deux derniers invités ont été Lionel Jospin et Delphine Batho.
Est-ce que vous n'auriez pas un goût prononcé pour les politiciens partis en retraite anticipée, Guillaume Tussaud? C'est possible. Et sur le plan politique, comme il faut que j'assure une certaine parité, l'an prochain, ce sera une personnalité de droite. Entendu. Là-dessus, on a justement des réactions qu'a recueillies Brandon. Au même titre que les sessions extraordinaires, le cours de Guillaume Tussaud est-il un cours extraordinaire? Ouais, parce que ces cours sont quand même vachement bien. Non, je suis d'accord. Le cours est intéressant. Enfin, il y a des références très intéressantes. Absolument, hein, vraiment. Lorsqu'il lorsqu'il invite Madame Bateau, c'est totalement extraordinaire. Ça dépend comment tu l'envisages. Ou pas trop, enfin... Moi, je fais pas grand-chose en Tussaud, en fait. Je fais mes devoirs, donc... Je le regarde pas parce que je dors. Bon. Ça, j'avais remarqué, je sais qui c'est. Bon, passons les étudiants qui font leurs devoirs, ou pire encore qui dorment. J'aimerais vous retourner la question. Pensez-vous, vous, avoir des étudiants extraordinaires? Ah oui, ça certainement, sans hésiter. Et concernant la session extraordinaire que peut constituer mon cours, ça j'en suis pas juge, mais ce qui est formidable à Sciences Po, c'est qu'il n'y a précisément aucun président de la République pour dire que cette session extraordinaire n'aura pas lieu. Et passons à la question suivante. Guillaume Tussaud ferait-il un bon politicien? Oui, il parle très bien, il s'exprime très bien, moi je pense que oui. Je pense pas. Alors nous aimerions vous demander, avez-vous déjà pensé à une carrière politique? Jamais, et je pense que la deuxième réponse concernant mon inaptitude à être un homme politique est plutôt la bonne. En fait, je pense que j'ai pas assez de certitude, ou je cultive trop le goût du doute et de la discussion pour être suffisamment affirmatif comme homme politique. Très bien. Donc passons à la dernière question. Sur 12 cours, à combien de cours est-ce que vous avez assisté? 3. 12 plus la conférence avec Delphine Bateau. Ça, c'est bien. Entre 2 et 0. 11. Beaucoup. J'ai dû en aller à 10 au moins. Alors entre des étudiants qui ont dû en aller à 10 au moins, et d'autres entre 0 et 2, avez-vous un message à faire passer aux fidèles des cours d'institution politique? Eh bien, qu'ils incitent leurs camarades à venir dormir en cours, au moins. Ça remplira l'enfant. Au moins on est présent, et certainement des choses qui rentrent malgré tout. Enfin, j'ai demandé à quelques-uns de vos étudiants s'ils avaient des questions à vous poser, et voilà ce qu'ils m'ont répondu. Non, il est trop parfait, j'ai aucune question à lui poser, je comprends tout avec lui. Est-ce qu'il met longtemps à préparer ses blagues? Voilà la réponse. Voilà la question qui est sans cesse revenue. Est-ce que vous préparez vos blagues à l'avance? Certaines, oui. Celles qui reposent sur un PowerPoint, elles sont évidemment préparées à l'avance. Quand j'ai un extrait d'un certain ancien gouverneur de la Californie, oui, c'est préparé à l'avance. Quand j'ai un extrait d'un constitutionnaliste aux oreilles pointues, oui, c'est préparé à l'avance. Par contre, j'en fais certainement dont je me rends pas compte, et celles-ci ne sont pas préparées. L'une, dans la séance sur la 5e République, j'ai fait une blague sans le savoir, et les étudiants, eux, l'ont relevée. Il paraît que certains étudiants l'ont relevé. En fait, vous préparez aucune de vos blagues, c'est un peu comme dans cette émission, tout est extrêmement spontané, n'est-ce pas Brandon? Oui, tout à fait. Pour finir, j'ai demandé aux étudiants s'ils avaient des messages à vous transmettre, et voici deux de leurs réponses. Je t'aime, Guillaume. Longue vie à Guillaume Tussaud. Tu l'as payé combien, Brandon, pour qu'il dise ça? Cher, très cher. Bon, alors on l'aura compris, longue vie à Guillaume Tussaud. Oui, vos étudiants vous aiment, Guillaume. Alors peut-être avez-vous un message à faire passer à vos étudiants? Tout simplement que j'espère être aussi heureux qu'eux, et aussi heureux que les derniers témoignages le suggèrent, à faire ce cours, qu'ils sont, eux, heureux à le suivre. Parfait, on va maintenant passer à la deuxième partie de l'émission avec Marie Legrand qui nous a préparé un point sur l'actualité du droit et du droit constitutionnel d'un point de vue international, n'est-ce pas? Absolument. Donc vos étudiants nous ont parlé de Kelsen, ils nous ont parlé de Bentham. Moi je me souviens particulièrement d'Habermas qui pensait, si je me souviens bien, que la démocratie est délibérative et que pour élaborer des lois, on finit toujours par parvenir à un accord et à un consensus. Donc, et je voulais vous demander, par rapport à la loi qui stipulant qu'à Los Angeles, un homme peut frapper sa femme avec une ceinture de cuir à condition que cela dite ceinture fasse moins de 2 pouces de large ou que sa femme soit d'accord. Est-ce que vous pensez que ça marche par rapport à Habermas? Non, pas du tout, mais c'est exactement ce que je dis à la première séance. La démocratie délibérative peut être comprise comme un genre de sophisme précisément pour écarter la décision démocratique du peuple et de ceux à qui la décision doit s'appliquer. Donc, notamment à l'épouse concernée. Tu aurais dû venir à la première séance, Marie, hein, je te l'avais dit ça. Si, j'y étais, mais je me souviens surtout du picabou de la démocratie.
Bon, alors moi j'ai une question à vous poser, Guillaume Tussaud. C'est récemment, Jean-Marc Ayrault a été obligé d'écourter son voyage en Chine pour laisser l'avion du président de la République à François Hollande pour qu'il puisse aller, lui, de son côté, voir les obsèques de Nelson Mandela. Est-ce que d'après vous, c'est une bonne illustration de la répartition des pouvoirs entre le président et le Premier ministre d'un autre côté ? Oui, puis c'est une bonne illustration de la manière dont on peut faire des économies dans les circonstances actuelles. Voilà, et on peut peut-être préciser que sans avion, Jean-Marc Ayrault, pour rentrer, a été obligé d'arriver à pied par la Chine, évidemment. On est obligé de le dire. Marie, tu dois avoir d'autres questions, non J'aime bien les lois américaines, elles me font rire. Donc, du coup, j'ai regardé un petit peu. Et il se trouve qu'à Rhode Island, il est illégal de vendre à la fois une brosse à dents et du dentifrice à un même client le dimanche. En Virginie, une femme ne peut pas conduire de voiture si son mari n'est pas devant avec un drapeau rouge pour avertir les autres usagers de la route. Et au Kentucky, une personne est considérée sobre tant qu'elle n'est pas à terre. Donc je voulais vous demander si, selon vous, autant de diversité et de variété dans les types de lois proposées peut être causé par le fédéralisme. C'est très possible, oui. Oui, nécessairement par le fédéralisme. Et il y a des sources d'inspiration, là, le comparatisme est source de nombreux transplants possibles. Donc, c'est là où en France on voit qu'on rate quelque chose. Quoi. Il y a une innovation législative à côté de laquelle on passe. Moi j'ai une question, Guillaume Tussaud, est-ce que vous connaissez Flora Coquerel ? Le nom me dit quelque chose, mais à part ça... C'est l'auteur d'un livre qui s'appelle Fédéralisme suisse, bilan, perspective, qui est sorti en 2013. Mais en réalité, c'est la dernière Miss France qui a été élue samedi. Ça prouve que vous ne regardez pas la télé et surtout Miss France, ce qui est finalement assez encourageant. En parlant de télévision, moi je vais vous parler un peu cinéma. Donc la première cours, vous nous avez utilisé des cartoons, vous avez utilisé aussi un film de Schwarzenegger, avec Schwarzenegger qui s'appelle Le 6e jour. Et je me demandais quels sont les prochains films que vous allez utiliser dans vos cours. Alors ça, je sais pas. Le 6e jour, je ne le mentionne pas, mais j'aimerais bien. C'est vrai que c'est une bonne idée. Et très bon film avec Gabriel Byrne en plus. Dans les prochains films, j'aimerais bien utiliser Dumb and Dumber 2 ou Les Trois Frères 2. C'est quand même les musts de l'année prochaine. Donc si je pouvais réussir à faire un peu de droit constitutionnel avec ces deux-là, ce serait bien. Ça serait génial pour les futurs étudiants. Sinon, il y a le 5e pouvoir à l'affiche en ce moment. Ça serait un peu plus facile. Est-ce que vous aussi, comme le professeur Mélonio, vous pratiquez le tai chi chuan ? Non. D'accord. Mais un sport quelconque peut-être ? Oui, je fais du semi-marathon. D'accord. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le CIO et la FIFA sont deux institutions mondiales avec un pouvoir d'action extrêmement développé quand même, et certains les comparent même à l'ONU au niveau des pouvoirs d'action. Donc, est-ce que vous pensez prochainement faire un cours sur les institutions supranationales que sont la FIFA et l'ONU ? Oui, et c'est déjà, alors pas un cours dessus, mais c'est déjà inclus dans le cours sur le constitutionnalisme global. C'est la séance 12. Le 12. La fameuse. Mais comme quand même les cours sont pas figés d'année en année, peut-être qu'à l'année où vous l'avez suivi, je parlais pas encore de la FIFA, mais oui, c'est un exemple de constitutionnalisme, de transconstitutionnalisme, où les constitutionnalismes étatiques sont obligés de plier face à un transconstitutionnalisme sportif qui est plus fort. Alors, Guillaume Tussaud, maintenant, on aimerait vous faire écouter quelque chose. Parce qu'il paraît que vous avez fait une blague bien malgré vous au dernier cours. Certains étudiants ont, paraît-il, remarqué que le président de la République n'est plus au-dessus des partis et... Vous avez été applaudi pour ça. Hein, oui, c'était à celle-là que je pensais. Alors, Guillaume Tussaud, nous, notre question qu'on se pose à Sciences Polémiques, c'est, dites-nous, est-ce que vous comptez nous inviter à votre prochaine partouille ? Avec plaisir, et en septembre prochain, en bout-de-mi, un jeudi à la même heure, à 10h15. À 10h15, les on retient. Dans un autre domaine, peut-être que ça fera l'occasion d'une autre partouille, mais lorsqu'en 2016, vous vous porterez volontaire pour aller siéger au Conseil constitutionnel et que François Hollande, Claude Barthelone ou Jean-Pierre Bel vous recevront pour l'entretien d'embauche, qu'est-ce que vous leur direz pour les convaincre de vous choisir ? Qu'avec moi, ça va changer. Et pourquoi ? Je sais pas, non, j'ai pas réfléchi très sincèrement. Déjà, Jean-Pierre Bel sera peut-être plus président du Sénat à l'époque. Et je sais pas si je serai... Mais vous y pensez le matin en vous rasant ? Non, pas du tout non plus. À changer les choses, oui. À être membre du Conseil constitutionnel, pas encore.
Bien, alors pour finir, moi j'ai un défi à vous lancer, Guillaume Tussaud, pour venger tous les étudiants qui, lors de leur oral d'institution politique, ont été obligés de prononcer le nom de l'inventeur du parlementarisme rationalisé. Alors, avec moi, vous allez répéter 10 fois et le plus vite possible au 3e top, Boris Mirkin-Guesdevich. Allez, on y va. Boris Mirkin-Guesdevich, Boris Mirkin-Guesdevich, Boris Mirkin-Guesdevich, plus vite, Boris Mirkin-Guesdevich, Boris Mirkin-Guesdevich, Boris Mirkin-Guesdevich, Boris Mirkin-Guesdevich, Boris Mirkin-Guesdevich, Boris Mirkin-Guesdevich. Bravo. Bien, c'est la fin de cette émission. Sciences Polémiques reçoit. On a été ravis de vous recevoir, Guillaume Tussaud. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Nous vous attendons au prochain débat de Sciences Polémiques et on a notamment au concours d'éloquence qui seront organisés au 2e semestre, comme notamment le prix Mirabeau et aussi la formation à la prise de parole en public organisée en collaboration par Sciences Polémiques et Women Work. Nous, les dates vous seront prochainement communiquées. Et on souhaite énormément de courage et bonne chance aux élèves de Guillaume Tussaud l'année prochaine qui reprendront le cours en septembre, le jeudi, entre 10h et midi. Merci Guillaume Tussaud. Merci à vous. C'est tout. Je serai sans